Alors moi je suis Roger Vasseur, je suis médecin de rééducation fonctionnelle et j'ai travaillé beaucoup dans un centre de rééducation dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, c'était le centre Marc Sauclé, centre régional de rééducation motrice géré par l'Association des paralysés de France. Et voilà, je suis arrivé dans cet établissement, mon Dieu, il y a fort longtemps, bien sûr. Et je... pourquoi je suis arrivé là? Disons que d'abord je voulais m'occuper d'enfants. J'avais l'intention de m'occuper d'enfants. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la rééducation motrice. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que à l'époque, c'était dans les années 70, c'est vieux. À ce moment-là, il y avait quand même une dichotomie très importante entre les affections motrices et les affections mentales, psychiques. Et avec une ignorance, avec deux mondes complètement distincts qui s'ignoraient superbement. Et avec une grande méfiance d'ailleurs. Ouais, je reviens de très loin quand même, puisqu'à l'époque, on ne voulait pas. Bien sûr, on s'intéressait à l'examen psychologique, bien sûr, mais de là à penser qu'on avait besoin de la psychiatrie, des psychiatres pour penser le traitement des enfants, il n'en était pas question. Et moi, j'étais dans cette mouvance, naturellement. Et je pensais même que c'était inscrit, d'ailleurs, la prise en charge du bébé était du bébé de l'enfant, infirme moteur cérébral ou avec un autre handicap, mais à prédominance motrice. Eh bien, la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, eh bien tout ça allait suffire. Bien sûr, on écoutait les parents, on était même attentif à ça, c'est vrai, sûrement. Mais de là à penser la prise en charge avec la collaboration et de façon intégrative avec les psys, on en était très très loin. Et en fait, dans le développement de notre pensée, d'abord il y a eu la prise en charge des bébés, parce que moi, à ce moment-là, je m'intéressais aux jeunes enfants handicapés moteurs, qui étaient à prédominance des enfants qu'on appelait IMC, infirmité motrice cérébrale, on dirait maintenant la paralysie cérébrale, un terme plus général. Et donc, on était dans cette optique-là, quoi. Et ensuite, il y a eu quand même plusieurs éléments très importants. Ça a été la rencontre avec André Bullinger. André Bullinger était professeur de psychologie à l'Université de Genève. Il s'intéressait aux sciences de l'éducation, mais il s'intéressait surtout au développement sensorimoteur. Le sensorimoteur, à ce moment-là, on parlait beaucoup de psychomoteur. Mais Bullinger introduisait une notion un petit peu différente, c'était le sensorimoteur. Et quand j'ai écouté Bullinger, je pense que c'était en 81 ou 82, je ne sais plus, mais c'était
dans ces années-là, Bullinger vient nous parler de ses travaux qui étaient centrés à l'époque sur la vision, et puis il recevait à l'atelier de l'enfance à Genève des enfants qui lui étaient adressés, surtout par les parents, mais très peu par les médecins, parce que là encore, il fallait se méfier du psycho. Hein. Et les parents venaient à lui avec des enfants pour lesquels il y avait énormément de problèmes et ses parents ne trouvaient pas forcément de réponse à leurs questions dans les questions qu'ils adressaient aux médecins en général, aux thérapeutes en particulier également. Et donc Bullinger avait une façon particulière de considérer le développement. D'abord, la question n'était pas celui du diagnostic. Le médecin, on lui pose une question, c'est qu'est-ce que c'est que cette affection? Qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Lui, en termes de psychologue, il avait été assistant de Piaget. Il avait conduit beaucoup de travaux à la demande de Piaget. Et il avait une connaissance expérimentale, et ça c'était vraiment très important, parce qu'il avait fait des travaux lui-même, et non seulement à Genève, mais également dans d'autres pays, aux USA, en Angleterre, etc. Et donc, il avait une façon, lui, ce qui l'intéressait comme psychologue, c'était comment cet enfant habite-t-il son corps? Comment il habite son corps? Comment il se débrouille pour comprendre son corps et comprendre son environnement? Question fondamentale. Et il avait toute une série d'hypothèses, de développement. Et moi, je me souviens très bien, il avait parlé à un moment donné de l'asymétrie, l'influence asymétrique, A-S-Y. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que avec les enfants IMC, ces enfants neurologiquement atteints, il y avait souvent des questions d'hyperextension, très important, d'asymétrie, A et Y. L'enfant était coincé dans une asymétrie droite, une asymétrie gauche, etc., etc. Et pour nous, quand on considérait l'asymétrie, la prise en charge, bien, ça consistait à lutter contre cette asymétrie. Il est asymétrique, à droite, on va essayer d'obtenir la plus loin symétrie. Oh, très bien. Autrement dit, on aborde la pathologie en frontal. On redresse les torts. Bullinger avait une autre façon de le voir. Il disait, si cette asymétrie existe, ça veut dire que l'enfant n'a pas pu faire l'expérience suffisante de réaliser l'asymétrie inverse. On le voit en asymétrie droite, mais c'est probablement parce qu'il n'a pas réussi à coordonner l'asymétrie droite, l'asymétrie gauche, etc., etc. Et pour lui, l'acquisition de la plus loin symétrie est une question comment dirais-je, de passage d'une asymétrie droite à une asymétrie gauche, et progressivement, les espaces se rapprochant, eh bien, on arrive automatiquement à la construction de la symétrie, SY. Alors ça m'a frappé parce que, au lieu de considérer les choses en frontal, eh bien, on pouvait peut-être considérer les choses autrement, c'est-à-dire
repartir dans les débuts du développement et considérer que cet enfant avait besoin d'expérimenter l'autre côté, etc., etc. Donc ça, c'était quelque chose qui me fascinait assez, d'autant plus qu'à ce moment-là, je faisais un travail sur ce qu'on appelait la scoliose résolutive du nourrisson. Scoliose résolutive du nourrisson, qui est un nourrisson en général aux alentours d'un an, à partir d'une 6-7 mois, 6-7 mois, oui, et il commence à développer une incurvation scoliotique avec une petite gibosité, donc une préscoliose, mais la particularité de cette scoliose, dans un grand nombre de cas, c'est que ça va être résolutif. Mais quelquefois, on avait le diagnostic se posait de savoir si ce n'était pas l'amorce, le début d'une vraie scoliose qui allait s'aggraver pendant toute la croissance et qui allait, si c'était ce type de scoliose, ça allait faire une catastrophe sur le plan orthopédique à la fin de l'adolescence. Là, c'était couru d'avance, puisque ça augmente à la faveur des pics de croissance. Et donc, c'était quand même important de faire la différence. Et il y avait, mais justement, quand on avait des doutes, il y avait deux attitudes possibles. Soit alors, il est comme ça, ah ben alors il faut l'immobiliser, donc on lui fait une immobilisation plâtrée. Donc on le couche, et puis on lui fait un petit plâtre pour le dos, et puis on rectifie tout. Voilà. Et puis une autre attitude qui était prônée par une pédiatre, Elisabeth Kuhn de Berne. Elisabeth Kuhn, qui était une grande dame qui a compté beaucoup dans la prise en charge des enfants à risque des bébés vulnérables et puis de la prise en charge précoce des enfants IMC. Eh bien, cette dame disait non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les faire bouger. Il faut que ça bouge. Donc il faut s'occuper des enfants, il faut les prendre en charge et il faut les faire bouger beaucoup. Ils ont besoin d'expérimenter l'espace, etc., etc. Donc deux attitudes complètement opposées. Et personnellement, j'ai choisi cette deuxième solution. Et quand on avait des enfants, parce que je m'occupais à ce moment-là d'une consultation sur la scoliose, on avait pris le parti de choisir cette deuxième option. Et bien nous en prenait, puisque assez rapidement, eh bien, cette asymétrie, elle disparaissait. Ça c'était quand même très important. Bon, alors, ça c'était un point très important. Ensuite, à partir de là, nous avons continué après cette première rencontre avec André Bullinger, on est toujours resté en relation. Et André Bullinger a introduit chez nous cette notion du développement, un phénomène qui nécessitait la participation active du bébé. Enfin, ça c'est la palissade. Mais c'était dire cet enfant, c'est un organisme au départ, et le bébé, il faisait une différence entre l'organisme et le corps. L'organisme, c'est un objet du milieu. Un objet du milieu. Le corps, c'est une représentation de cet organisme. À partir d'un certain temps, j'ai une représentation mentale de mon corps, c'est-à-dire mon corps prend sens. Représentation, c'est quelque chose qui prend sens tout d'un coup. Et cette représentation, cette intégration, elle est progressive. Bon, etc., etc. Alors ça m'a déjà... Mais cette intégration,
Elle nécessitait des éléments biologiques, bien sûr, le redressement, la rotation, etc. Mais elle nécessitait également la participation de l'environnement, la participation du milieu. Donc le bébé s'enracine dans le milieu humain. Donc on n'a pas vu tout de suite l'importance que ça apportait, le changement de paradigme. Plus exactement, on se situait à ce moment-là dans des... Enfin, on était très sensible à tout ça, mais on ne voyait pas l'articulation, quoi, en gros. Hein. Mais ça a permis cette articulation. Ça a permis cette articulation. Ça a été vraiment important. Et puis ensuite, bon, je passe à grande ligne. Ensuite, il y a eu la découverte pour nous des mouvements généraux. Des mouvements généraux. C'est quoi ces mouvements généraux? En gros, c'est l'activité motrice spontanée du bébé. Depuis la 8e, 9e semaine post-aménorrhée, jusque 4 mois et demi post-terme, et qui constitue en quelque sorte le soubassement des mouvements volontaires. Donc moi, comme je m'occupais à ce moment-là de la prise en charge précoce des bébés à risque neurologique et qui avaient déjà une pathologie, donc ce qui était très important, c'est d'arriver le plus tôt possible. Bon, on arrivait le plus tôt possible, mais le plus tôt possible, c'était quand même pas très précoce. Enfin, c'était pas... En général, on a des anomalies, oui, bon, on va attendre un petit peu, et puis on va les prendre en charge. Donc, on les avait en gros au plus tôt dans le deuxième trimestre de vie. Hein. Et puis, mais souvent, on les avait beaucoup plus tard. Et puis, un jour, on m'apprend qu'il y a un stage, il y a une formation sur Groningen, là-bas dans le nord de la Hollande, organisée par le professeur Prechtel, Myrna Aders, Bert Owen, là-bas à Groningen. J'apprends qu'il y a cette formation sur comment analyser cette motricité précoce du bébé avant la naissance. Avant les mouvements volontaires. Je dis, tiens, ça va m'intéresser. Donc, j'y vais, 1998. J'y retourne en 1999, puisque c'était un stage de 3 jours, et on revenait l'année suivante pour 3 jours à nouveau, avec des analyses vidéo de nos patients. Et donc, là, je me rends compte qu'on a les moyens d'analyser très précisément ces mouvements généraux. C'est plus... On a une impression comme ça, ouais, ça c'est harmonieux, ouais, c'est bien. Ça, c'est pas très clair quand même. Mais on manquait de... On ne savait pas exactement ce qu'il fallait analyser. Et là, avec cette formation, on sait ce qu'il faut regarder. On sait ce qu'il faut regarder. Ça changeait tout. Ça changeait tout. Et à partir de ce moment-là, j'organise moi-même, nous, parce que c'était au CAMS de Villeneuve, Centre d'action médico-sociale précoce de Villeneuve, là, près de Lille. On organise une formation avec Myrna Aders Algra, qui venait de Groningen, et on va faire cette formation pendant 3 à 4 ans sur Villeneuve. Intervention qui a son intérêt, qui est acceptée, et puis tout d'un coup on veut continuer, mais bon, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Oh. Alors je me pose des questions, je dis tiens, comment ça se fait? Tous ces gens, ils s'intéressent, ce sont des pédiatres, des gens de rééducation, ils s'intéressent aux bébés, aux enfants, aux bébés, aux tout petits, et puis bon, je n'ai pas compris. Mais l'effet était là. Bon, on arrête, mais nous on continue dans cette poursuite.
dans cette activité. On continue d'observer la motricité du bébé selon les critères qu'on nous avait appris à Groningen. Et on trouve que c'est tout à fait intéressant et que ça donne des pistes pour la prise en charge elle-même, etc. Lesquels éléments, combinés à l'approche bullingérienne, où il faisait rentrer le milieu humain, le dialogue tonique à Juriagera, la notion de dialogue avec le milieu humain, ça prenait sens. Donc on avait des éléments biologiques. L'école de Groningen, c'était quand même des neurologues. Et on nous a rappelé que Prechtl avait travaillé beaucoup chez Konrad Lorenz, l'éthologie, le comportement des animaux, etc. Comment se développer les animaux. Et puis il y avait donc ça aboutit à cette notion, et on comprend à ce moment-là que on sait ce qu'il faut regarder, on sait où il faut mettre les yeux, ce qu'il faut observer. Et qu'est-ce qu'il faut observer? La motricité dans son ensemble, plus un élément ou une partie du corps, comme on avait tendance à faire auparavant, et on était souvent rassuré par un pied qui bougeait dans toutes les directions, par exemple. On se dit, oh, bravo, super. Et puis en fait, là on dit, non, il faut aller plus loin que ça, c'est l'ensemble de la motricité. Et on apprend que cet ensemble, ça avait été un courant philosophique à Berlin dans les années 20, etc. En gros, c'est le tout est plus que la somme des parties, c'est-à-dire que plutôt que de regarder une articulation qui va vous donner des renseignements peut-être sur certaines articulations. C'est la Gestalt. Comment? C'est la Gestalt. C'est la Gestalt thérapie. Alors, ça nous intéresse. Et donc, on a continué comme ça. Et à ce moment-là, et en plus, un beau jour, peut-être même que c'était avant, je ne sais plus. Mais tout ça, ça a été difficile de faire parce que tout ça, c'était des influences successives. Mais un jour, j'observe je regarde, une collègue pédiatre me dit, il faudrait qu'on regarde ensemble cet enfant, je l'ai vu en consultation, il n'est pas bien du tout. Il est né à 32 semaines, je ne me souviens plus exactement, 32 ou 33 semaines, mais il va pas bien. Pourtant, il n'y avait pas de pathologie particulière en médecine néonatale pendant qu'il était hospitalisé, mais il pousse très fort en arrière, il ne va pas bien du tout. Il a 6-7 mois en âge corrigé. Il faudrait qu'on le regarde ensemble, parce qu'à ce moment-là, le service de médecine néonatale, avec le patron du service qui était le professeur Leclerc, m'avait dit ce serait bien, comme j'avais fait une thèse sur le dépistage précoce de l'infirmité motrice cérébrale, il m'avait dit que ce serait bien que tu viennes faire ce travail avec nous. Bon. Parce qu'en plus, on ne savait pas quoi faire de ces enfants. Donc j'y vais, et puis on observe cet enfant. J'observe cet enfant, et à ce moment-là, j'étais déjà familiarisé avec la vidéo. Je faisais déjà beaucoup de vidéos. Et puis je n'ai pas osé mettre en route le caméscope. Bon, parce que ça risquait fort d'ajouter de l'angoisse aux parents. Ils n'avaient pas besoin de ça. Je savais très bien que si on rajoutait une angoisse, la raideur de l'enfant allait augmenter, donc c'était pas la peine. Et donc je dis, ouais, effectivement, il y a des choses qui vont pas bien. On va mettre en place une stimulation, une prise en charge,
et on demande à une kiné du service qui connaissait bien le développement des enfants, qui avait fait la formation Bobat, qui était quand même une formation intéressante, et qui reste d'ailleurs une formation intéressante, et de prendre en charge cet enfant. Et puis, elle le prend dans la semaine qui a suivi, dans les 10 jours suivants, le gamin était pris en charge, et au bout de 3 semaines, elle prend sa caméra, et elle filme. Alors elle a eu cette bonne idée de planter sa caméra, de laisser tourner sa caméra et de ne plus s'en occuper. On la seule. Et puis elle fait ça, c'est pris en charge, etc. Ça m'émeut encore. Alors je me dis à ce moment-là, ben voilà, c'est ça. Il y a un problème chez cet enfant, neurologiquement vulnérable, et un problème d'intégration au niveau du bassin. Il faut absolument que notre problème, c'est bien l'intégration du train inférieur, bassin, membre inférieur, dans l'image corporelle de ce bébé. Bon, on en est là. Ça, c'est une première étape qui est quand même très importante. On avait dit à l'époque, ben voilà, si on fait ça, eh bien, on va diminuer considérablement la pathologie, voire on va la faire disparaître. Difficilement acceptable, naturellement. Donc ça, c'était pour nous une première étape. Puis, on continue avec cette idée de l'importance de cette rétroversion active du bassin. Et voilà. Il y a une deuxième étape très importante qui va se passer quelques années plus tard. J'observe un bébé, toujours avec cette idée de mobilisation du bassin, effectivement, etc. Une enfant, à peu près à la même date, un peu les mêmes circonstances de contexte prématurité, plus une prématurité qu'on disait simple, comme si une prématurité pouvait être simple, et c'est-à-dire sans complications majeures sur le plan médical, somatique. Et puis cet enfant, elle a une activité de PLH, etc., etc. Et puis à ce moment-là, il se trouve que je m'étais intéressé à la médecine chinoise par curiosité, puis je pensais que vraiment il y avait des choses à apprendre. Et il y avait dans mes relations un collègue qui enseignait ça, qui était très compétent, remarquable. Et puis, il avait développé cette idée, l'importance de la surface corporelle, etc., etc. L'importance du plan antérieur, etc., etc. Et à ce moment-là, on fait une petite manœuvre là, et puis première manœuvre, allongement, détente du plan postérieur, simplement au niveau de la tête, et l'activité au niveau des membres inférieurs s'harmonise. Première circonstance. Bon. Deuxième chose, si on combine ça avec deuxième chose, si on fait la rétroversion, oui, c'est bien, mais c'est pas. Troisième élément, si j'amène une stimulation tactile douce au niveau du plan ventral, et en particulier au niveau de la région épigastrique,
qui est une zone réflexe quand même très importante, et bien à ce moment-là, rapidement, l'enfant part avec une rétroversion. Donc ici, on avait déjà un autre élément supplémentaire, l'importance du plan antérieur. Pourquoi est-ce important? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une harmonie entre le plan dorsal et le plan ventral. Donc ça a été une évolution par rapport à nos conceptions antérieures. Bon. C'est toujours comme ça. C'est un peu par sédimentation progressive, successive, qu'on a des choses. Là, on continue avec cette idée que vraiment il y a la nécessité pour l'enfant, dans cette intégration de son image corporelle, dans ce corps dans cet organisme qui progressivement prend sens pour lui et qu'il commence à comprendre dans son activité, il y a cette notion très importante d'unité entre le plan dorsal et le plan ventral. Je passe rapidement sur ça, et là on va voir pourquoi je suis arrivé ici dans ce congrès de la RIP. À la fin de mon activité professionnelle, chez Véronique Lemaître, qui était pédopsychiatre, qui était une amie de Michel Dugnard, ici au niveau de la RIP, qui travaille à Lille. Je la rencontre, et puis on parle du développement, etc., etc. Et puis elle me sollicitait beaucoup pour aller travailler avec elle de temps à autre en périnate à Lille, un service qui était dirigé à ce moment-là par le professeur de Lyon. Et donc, à ce moment-là, n'étant plus en activité, j'ai le temps. Donc, nous nous sommes offert le luxe de travailler dans le luxe, puisque en une matinée, on voyait 2 enfants, et puis finalement, on n'en voyait plus qu'un, tellement on passait du temps à regarder l'enfant, et puis analyser les vidéos, etc. Et elle me montre un jour un enfant. Alors cet enfant, c'était un bébé qui était né sous X, avec une jeune maman qui avait pris des toxiques pendant la grossesse, lesquels on ne savait pas moyen de savoir, mais cet enfant est né sous X, il est né à terme, et je me demande même s'il n'était pas légèrement en post-terme. Bon, et puis dans le service, on contacte le service, l'aide sociale à l'enfance contacte assez rapidement une famille d'accueil, et cette famille d'accueil était connue de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils en avaient déjà reçu beaucoup. Ils avaient 2 enfants déjà la famille avait déjà 2 enfants par elle-même, et cette maman va voir le bébé tous les jours, enfin plusieurs fois, hein, alors que c'était quand même à une bonne 50aine de kilomètres de chez elle. Et puis il arrive chez elle au bout d'un certain temps, et à ce moment-là, elle est complètement désarmée par cet enfant, parce que il n'est pas du tout pareil que les autres qu'elle a eus jusqu'à présent, ni les siens, ni ceux qu'elle avait en accueil. Et à tel point que, et pourquoi elle s'en sort pas? Parce que d'abord il bouge pas, ou il est très désordonné, il n'y a pas moyen de le calmer, et il a des troubles alimentaires très importants, etc., etc. Et donc elle décide de faire, elle va voir le pédiatre l'envoie en périnate,
Et Véronique, le maître qui la voit comme pédopsie, elle remarque qu'il est quand même extrêmement particulier par rapport à la population générale des enfants qu'elle recevait. Et puis elle me dit, bah, il faudrait que tu viennes regarder avec nous. Bon, alors je vais voir cet enfant, et puis j'observe cet enfant, pas moyen de... très extrêmement instable, difficile à calmer, etc., etc. Je réalise plusieurs manœuvres, je prends sur moi, je me balade avec lui dans les pièces, etc., etc. Ça se calme un petit peu, puis vite ça reprend, etc. À ce moment-là, elle dit, bon, on va l'allonger, je l'allonge, mutique, akinétique, total. Pas de mots, rien. Surprenant. J'ai rarement vu des choses comme ça. Je crois que j'en ai vu un comme ça qui était akinétique, rien. Et avec une asymétrie extrêmement importante, il était une asymétrie droite complètement tournée sur la droite, etc., etc. Pas mal. Avec une déviation conjuguée de la tête et des yeux sur le côté. Et donc je réalise un certain nombre de manœuvres. Bon, ça donnait un petit peu, mais c'était pas terrible, quoi. Et puis, à un moment donné, je me mets sur le côté. La nourrice était juste en face de lui. Donc, je parle à l'enfant, je pose ma main sur j'ai une main sous les fesses, on l'a allongé, on l'a mis en forme pour qu'il soit bien, en état de bien-être physique. Et puis, on lui parle, on lui raconte... je lui parle, j'essaie de voir ce que je peux faire. Et tout d'un coup, j'ai une main sous les fesses, légèrement regroupée. J'ai une main sur le ventre, comme ça, et une entourance assez importante. Puis et tout d'un coup, le gamin, qui était comme ça sur le côté, il se tourne et vient me regarder. Ah, alors là, ça a été assez magique, parce que c'était vraiment l'idée que, je me souviens de ma première phrase, c'était « Ah, ben dis donc, il est mobilisable. » Ceux qui étaient perdus paraissaient quand même, ça pouvait se mobiliser, ça pouvait se transformer. Alors là, c'était quand même, ce sont des images qui ont marqué beaucoup, qui ont marqué l'équipe. Et c'était vraiment fabuleux. C'était vraiment fabuleux. Alors, le résultat, c'est que, donc, je revois cet enfant 6 semaines plus tard. Et à ce moment-là, la prise en charge a été deux séances de psychomotricité à la maison, une séance de kinésithérapie avec un kinésithérapeute du CAMS qui travaille avec nous de notre équipe, et puis tout ça, et à ce moment-là, je le revois 6 semaines plus tard, le gamin transformé. Le gamin et on a encore les images, hein. Il est sur les genoux dans le giron de la nourrice, et il tient sa tête, il me regarde, il me sourit, etc., etc. Vraiment surprenant. En 6 semaines de temps, c'était transformé, hein. Et la nourrice est bien sûr ravie de l'évolution des choses. Et cet enfant va continuer son développement avec un décalage dans son développement, mais c'est un enfant qui a fait des acquisitions tout à fait satisfaisantes. Et donc, ça m'a convaincu à ce moment-là, s'il en était besoin, du moins ça a corroboré l'idée que l'on avait,
qu'une prise en charge sensorimotrice. Le moteur n'a pas de sens, le sensoriel n'a pas de sens si les mots ne sont pas associés ensemble. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est comme les éléments d'un puzzle, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de sensorialité sans mouvement. Ça, c'est pas possible. Donc, cette stimulation sensorimotrice douce, apportée à l'enfant, combinée à une présence à l'enfant, Vraiment, on est le modulateur externe, un peu comme dans les soins de soutien au développement, que ce soit le NICAP ou les soins de soutien au développement développés par l'équipe de Genève avec Billinger, etc. Là, on insiste beaucoup sur cette notion de la maman modulateur externe, le rôle primordial de la famille, et de la maman en particulier. Et ça, on a vraiment l'impression, quand on est au contact de ces bébés, que leur cerveau est branché sur le nôtre, quoi. Leur cerveau est branché sur la personne qui est présente à lui. S'il n'y a pas cette présence physique et psychique, de disponibilité psychique totale, pleine et entière, ça ne marche pas. Et si, avec des bébés vulnérables, aussi vulnérables, quand on a cette proximité physique, cette stimulation douce, adaptée, ajustée, et cette participation émotionnelle, c'est-à-dire oui, je suis à toi, nous sommes ensemble, voilà, je suis à toi, je m'intéresse à toi, tu es tout pour moi. À ce moment-là, on peut faire des miracles, quoi. Bon, voilà. Donc c'était, si vous voulez, un peu les trois étapes. Hein. Et ce qui a introduit l'idée des périodes sensibles du développement, toujours en référence à cette organisation progressive de l'intégration de l'image du corps, cette notion que c'est quand même assez extraordinaire que pour que le développement soit harmonieux, il faut vraiment... On a des acquisitions qui se font par étapes. C'est tellement complexe, c'est tellement fabuleux qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On n'est pas à l'image du petit poulain qui, aussitôt qu'il sort du ventre de sa mère, il se met sur ses quatre pattes, il s'en va téter au pied de sa mère, et puis ça va, c'est parti. Hein. Et nous avons le langage, nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres de relation. Ça complique sérieusement l'affaire. Donc il faut vraiment... ce langage, il commence avec le corps. Naturellement, hein, c'est pas un scoop. Hein. Mais c'est quand même très important à comprendre. Et ça, c'est toute cette notion qu'on a développée, qui nous est assez chère et que j'essaie de diffuser, mais c'est pas gagné. Hein, que période sensible du développement, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles des perturbations de l'enfant peuvent être durables, définitives, s'il n'y a pas une stimulation apportée pour corriger cette perturbation. Et là, la référence aux savants, et en particulier aux gens qui s'étaient intéressés au développement visuel, là, le nom m'échappe, mais ça ne fait rien, et qui nous ont montré que dans le développement visuel, avec l'expérience sur les chatons, quand on obstrue les paupières entre 3 et 16 semaines, eh bien, on a une cécité totale et définitive. Bon, hein, et quand on occlue les deux yeux, on n'a pas de perturbation, ou très peu. Donc c'est tout à fait paradoxal.
l'obstruction d'une paupière pouvant être plus délétère que l'obstruction des deux paupières à ce moment-là. Tout simplement, nous disent-ils, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas les phénomènes de compétition. S'il y en a un qui est ouvert, un œil qui est ouvert avec des paupières ouvertes et l'autre fermée, c'est celui qui reçoit les informations, la structure cérébrale qui reçoit les informations qui peut seule se développer, mais ça se développe à ce moment-là, et si cette perturbation arrive à ce moment-là et qu'elle n'est pas corrigée, eh bien, c'est foutu. On se retrouve avec une cécité. Voilà, voilà. Eh bien, le mouvement, c'est un système sensoriel également, un système sensoriel extrêmement complexe finalement, parce que c'est quand même le système sensoriel le plus étendu, comme la peau, puisqu'il est et en plus il est en étroite relation avec la peau. Bon, il faudrait développer beaucoup de choses dessus. Mais, eh bien, il faut qu'il y ait cette harmonie entre le plan antérieur et le plan, non seulement sur le plan cutané, mais également sur le plan musculaire, sensibilité profonde, hein, et entre le haut et le bas, entre le côté droit et le côté gauche, etc. etc. Donc la notion de période sensible introduit cette idée qu'il faut vraiment cette harmonie, sinon on aura des perturbations. Ça a été, et ça reste vraiment quelque chose d'important à diffuser, je pense, parce que on n'est pas encore, il y a encore beaucoup à faire pour faire évoluer ces idées-là. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire à gros traits. Et alors justement, aujourd'hui, dans un colloque comme celui-ci, qu'est-ce que vous y trouvez? Alors, qu'est-ce que j'y trouve? Oui, ça aussi c'est très important, parce que je parlais tout à l'heure de Véronique Lemaître qui m'avait... Alors, l'apport de Véronique Lemaître a été très important, parce que moi, en matière d'infirmité motrice cérébrale, on s'intéressait à des grosses choses, quoi. Hein, voilà. Mais le fait de travailler avec les psys, j'ai travaillé avec Véronique, et puis ensuite j'ai travaillé beaucoup avec les Montpelliérains. Et donc, là, eux m'ont obligé à affiner ma clinique. C'était des perturbations plus légères, plus discrètes, que moi je considérais auparavant pas très importantes, mais qui finalement allaient avoir une importance considérable sur le plan de l'instabilité, pouvoir avoir des conséquences sur le plan de l'instabilité psychomotrice, par exemple, des troubles de l'attention, ou des troubles praxiques, des 10 en général. Hein. Et ça m'a obligé à affiner ma clinique. Et lorsque Véronique, je me souviens d'une de ses phrases, par exemple, elle disait que le premier trimestre, c'est le trimestre de l'harmonisation tonique. Ce qu'elle entendait par là, harmonisation tonique pour le bébé, cette harmonisation tonique, elle se construit par une contenance régulière et une lecture de l'état émotionnel du bébé sur le visage, de son propre état émotionnel sur le visage de sa maman à travers les mimiques, le regard, le porté, la façon dont il est porté, etc., etc. Toute cette prosodie de la voix qui constitue vraiment ce bain sensoriel total. Et donc, donc on s'est enrichi beaucoup des épilepsies, ça sûrement, incontestablement. Ça venait en complément, et d'ailleurs, j'ai la faiblesse de penser qu'on a enrichi aussi leurs pensées. Parce qu'ils se sont montrés très friands des mouvements généraux, et en particulier Véronique Lemaître. Et Véronique était une assidue de l'ARIP. Elle m'avait
Il m'avait proposé de venir. Au début, j'étais assez réticent. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Et puis un beau jour, je suis venu et j'ai développé ici les mouvements généraux. Et par la suite, je suis venu assez régulièrement. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, on affine ces questions-là. Question de subjectivité, intersubjectivité, etc., etc. Et donc, c'est très transdisciplinaire ici. Hein, c'est ça qui est très intéressant. On a des philosophes, on a des linguistes, on a des neuroscientifiques, hein, dans tous les domaines. C'est ça qui est... Ce qui est intéressant, ce sont les disciplines un peu à la marge. Il faut aller chercher aux frontières de notre pratique.